Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 24 pour l'entretien. L'euro va-t-il sortir des turbulences grâce à un certain Mario Draghi, le patron de la Banque Centrale Européenne, qui a promis de tout faire pour le sauver alors qu'il se défend de possibles conflits d'intérêts avec le lobby bancaire? Super Mario pèse de tout son poids sur la scène européenne, d'autant que la Banque Centrale Européenne devrait être chargée à l'avenir de contrôler les banques. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en duplex de Bruxelles en compagnie de Thierry Philippona. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de Finance Watch. C'est une ONG qui a été créée pour contrecarrer en quelque sorte la toute-puissance du lobby bancaire et la pensée unique en matière de régulation sur les marchés. Vous êtes un ancien professionnel de la finance, passé par UBS, BNP Paribas ou Euronext Life. Alors, une question pour commencer. Est-ce que vous voyez Mario Draghi dans le rôle de sauveur de l'euro ? Je pense que personne, aussi puissant soit-il et fût-il président de la Banque Centrale Européenne, n'a le pouvoir à lui seul de sauver l'euro. Pour sauver l'euro, il faut avoir un système politique, technique et économique cohérent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la question fondamentale, d'ailleurs soulevée souvent par Mario Draghi lui-même, c'est que les politiques prennent les mesures nécessaires pour avoir un système cohérent. Alors en plus, la BCE, on sait qu'elle est déjà intervenue par le passé, sous Trichet, sur le marché secondaire pour racheter des dettes, pour calmer les marchés. Les effets n'ont pas été absolument pérennes. Et aujourd'hui, on peut se poser encore la question, est-ce que ça va marcher pour le long terme ? Oui, c'est un très bon point. En mai 2010, où la Banque Centrale Européenne, dirigée à l'époque par Jean-Claude Trichet, achète pour 212 milliards, je crois, d'euros d'obligations émises par des pays de la zone euro. Effet très court sur les marchés, et puis après ça, on est reparti dans la crise habituelle. C'est normal, c'est sans surprise. 212 milliards, ça paraît une somme phénoménale, mais à l'échelle de ce qui se passe, j'ai presque envie de dire malheureusement, c'est rien. Les questions fondamentales de l'euro, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle une monnaie complète. Une monnaie complète, par rapport à l'euro que nous avons aujourd'hui, ça suppose deux choses que n'a pas la zone euro. C'est d'avoir d'abord un contribuable européen, au sens que les contribuables payent leurs impôts directement à l'Union européenne et non pas aux pays membres. Et la deuxième chose, c'est de donner à la Banque Centrale Européenne le pouvoir de financer les États en direct. On ne dit pas bien sûr tout le temps, on ne dit pas systématiquement, mais quand cela est nécessaire. Pour l'instant, les traités ne le permettent pas, et puis je crois que Mme Merkel et même les Finlandais ne sont pas tellement d'accord avec vous. Pour l'instant, les traités ne le permettent pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur le sujet financement par la Banque Centrale Européenne des pays, c'est clairement l'Allemagne et dans une certaine mesure la Finlande et d'autres pays qui bloquent. Sur la question, par contre, du contribuable européen, qui suppose une union politique beaucoup plus forte, c'est évident. En démocratie, il n'y a pas de paiement d'impôts sans démocratie. Là, pour le coup, c'est l'Allemagne qui va dans un sens déterminé et cohérent, et d'autres pays, notamment la France, qui freinent des cas de fer. Donc ça, on a quelque chose d'intéressant. Mais il y a une comparaison très simple à faire qui montre l'importance de ce débat. C'est la comparaison entre la Grande-Bretagne et l'Espagne. La Grande-Bretagne et l'Espagne ont des situations fiscales, budgétaires et d'endettement grossièrement comparables. Il y a des nuances, mais c'est grossièrement comparable. Dans un cas, celui de la Grande-Bretagne, on a une devise complète, hors de l'eurozone, donc dans la zone sterling, avec ce que j'appelais dans le jargon une devise complète, c'est-à-dire qu'il y a un contribuable britannique payant ses impôts au Trésor britannique, et puis la Banque d'Angleterre a le pouvoir de monétiser la dette anglaise si besoin est, ce qu'elle ne se prive pas de faire en ce moment. Les taux d'intérêt sont autour de 1,5% en Grande-Bretagne. En Espagne, avec une situation économique et fiscale et budgétaire comparable, on a des taux qui sont au-dessus de 7%. Parce qu'ils sont coincés dans l'eurozone, vous dites, coincés par un euro mal ficelé, quoi. C'est exactement ça. Donc l'euro aujourd'hui est un système qui, quand une situation est difficile, et les Britanniques sont les premiers à reconnaître que leur situation est difficile, la monnaie ne résout pas tout, mais l'euro est un système monétaire dans lequel, quand une situation économique ou budgétaire est déjà difficile, les problèmes s'amplifient. C'est comme si on avait un effet d'amplification de problèmes préexistants. Et refinancer un pays à des taux supérieurs à 7% aujourd'hui, c'est
quasiment impossible. Ça génère des cercles vicieux très très fort. Alors que quand on se refinance à 1,5, c'est beaucoup plus faisable. Alors parlons de Mario Draghi, surnommé par certains d'ailleurs Super Mario. En attendant, il est accusé par d'autres devant le médiateur européen de conflit d'intérêts pour son appartenance au groupe des 20. C'est un groupe de banquiers qui se réunit régulièrement. Vous dites, après tout, c'est légitime qu'il entende tout le monde, ou vous dites, attention quand même, à Bruxelles, dans les institutions européennes, le lobby bancaire est très très présent, parfois omniprésent. Alors, d'abord, il est légitime qu'un superviseur ou un président de banque centrale écoute et entende tout le monde. C'est parfaitement normal et légitime. Sur le sujet spécifique de la participation de Mario Draghi à ce fameux groupe des 30, Finance Watch n'a pas creusé le sujet parce que ce n'est pas sa mission. Sa mission, c'est de travailler pour avoir un système financier qui soit cohérent et qui participe à l'intérêt général et au financement de la société et de l'économie. Donc nous n'avons pas creusé ce sujet-là, donc je n'ai pas de commentaire particulier sur ce sujet-là. Si c'est un vrai sujet, d'autres ONG feront leur travail sur le sujet et il est nécessaire que chaque ONG travaille sur son terrain. Après ça, de façon plus générale, il est certain que le lobby financier en général est une machine considérable. Pour vous donner un ordre de grandeur, à Bruxelles, c'est environ 700 lobbyistes, soit dans des cabinets spécialisés, soit dans les associations professionnelles, soit dans les banques ou les compagnies d'assurance ou les intermédiaires eux-mêmes. Donc 700 lobbyistes à temps plein qui travaillent pour plaider pour l'intérêt privé des institutions financières. Alors, et puis d'ailleurs, en volume monétaire, par rapport à vous, vous avez été créé récemment justement pour contrebalancer, mais vous ne contrebalancez pas vraiment au même niveau financier, il faut bien dire. Ah ben, on a des moyens qui ne sont juste pas comparables. En face de ces 700 lobbyistes, aujourd'hui nous sommes une douzaine et l'équipe va passer à une quinzaine après l'été, nous sommes en train de recruter. Et puis les ordres de grandeur de budget, c'est de 1 à 200. Nous avons 200 un budget qui est de l'ordre pour les banquiers. Oui, on a un budget qui est de l'ordre de 2 millions par an, ils ont 400 millions. Alors pour revenir à Mario Draghi, il était aussi à Goldman Sachs au début des années 2000, alors que cette banque d'affaires, que vous ne devez pas aimer beaucoup, effectivement était en train de maquiller les comptes de la Grèce. Ouais, vous savez, le sujet de Finance Watch, ce n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer ni les banques en général, ni telle ou telle banque en particulier. C'est effectivement de se demander pourquoi et comment nous sommes dans un système où les banques, vous citez Goldman Sachs, mais c'est vrai des autres, ou de beaucoup d'autres en tout cas, des grandes banques d'affaires, pourquoi et comment nous nous retrouvons dans un système où le fait de vendre du maquillage de comptes, que ce soit à un pays ou à une entreprise, est une industrie reconnue, légitime et développée. Ça, c'est une question Finance Watch, au-delà de telle banque agissant à tel moment pour tel client. Et ça, c'est vraiment des sujets très, très, très fondamentaux, y compris avec les dimensions évasion fiscale, paradis fiscaux qu'il y a très souvent derrière ces maquillages de comptes. Alors précisément, les Européens, eux, veulent avancer vers une union bancaire avec un super contrôleur des banques et qui serait précisément la Banque Centrale Européenne. On a l'impression qu'elle serait un peu jugée partie. Est-ce que c'est une bonne idée ? L'idée d'avoir un superviseur des banques très puissant et qui ait les moyens d'agir est une bonne idée. L'expérience notamment américaine en la matière, et les Américains ont des choses à nous apprendre parce que l'équivalent aux États-Unis s'appelle le FDIC, est quelque chose qui fonctionne bien. Il faut savoir que depuis la dernière crise financière, il y a eu plusieurs centaines de faillites bancaires aux États-Unis, j'ai bien dit plusieurs centaines, qui n'ont pas provoqué de crise systémique. Et paradoxalement, quand on a beaucoup de faillites que l'on arrive à gérer en douceur, ça prouve que le système n'est pas mauvais. Le but n'est pas d'empêcher qu'aucune banque ne fasse jamais faillite, le but est d'empêcher que le système dégénère. Donc, l'une des raisons pour lesquelles le système américain marche bien, c'est qu'on a une autorité puissante et relativement éloignée, distante des banques qu'elle contrôle et qu'elle supervise. On sait que la proximité génère des complicités. Donc la BCE est qualifiée, vous dites ? La BCE, toute chose égale par ailleurs, est qualifiée. Après ça, il y a une vraie question, ou plutôt a le potentiel de faire ça. C'est une institution qui a la légitimité technique et morale pour faire ça. Après ça, il y a quand même une vraie question qui est le fait de faire évoluer son mandat, de faire évoluer les traités pour qu'elle soit effectivement équipée en droit pour le faire. Alors l'été va être chaud pour l'euro. Vous croyez qu'on va quand même sortir la tête de l'eau ?
On sortira vraiment la tête de l'eau quand on aura résolu les problèmes fondamentaux. Et les problèmes fondamentaux, c'est ceux que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir une cohérence fiscale et budgétaire, et là on est encore très très loin de l'avoir, et le fait, j'ai envie de dire par analogie, comme on pourrait parler d'un pompier, le fait d'avoir la possibilité pour la Banque centrale d'intervenir de façon illimité, et le mot important ici est illimité, pour arrêter l'incendie quand incendie il y a. Aujourd'hui, on est dans un système où on n'a ni l'un ni l'autre. Donc oui, l'été va être chaud parce qu'on n'a pas les ingrédients nécessaires pour arrêter la crise. Et on va suivre bien sûr les interventions du pompier. Avec vous, Thierry Philippona, merci d'avoir été notre invité. Vous restez sur notre antenne pour plus d'informations. Merci.